Donc, pour certains, ça fait plusieurs années qu'on vient à la conférence Gênes. Et on s'est dit, on va essayer de changer un petit peu les formats, sortir de l'atelier, sortir de la table ronde classique ou de la conférence ou de la keynote. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu différent? Et on s'est dit, finalement, ce qui était peut-être intéressant, c'est de faire plus en mode collaboratif avec les personnes qui participent. Donc, en fait, on va vous faire bosser. Donc, ne fuyez pas. Hein, j'espère que vous allez tous rester. Vous faire bosser, mais en fait, gentiment, c'est tout simplement, on va vous proposer des ateliers. Donc, tout de suite, d'ailleurs, on va commencer. Et puis, des questions qu'on vous fera donc poser. On va tout de suite commencer par un mode atelier. Parmi vous, qui est-ce qui a un compte Instagram? Ah, bah c'est déjà pas mal. Un compte Twitter. Alors, on va proposer, parce qu'en fait, en plus, si vous voulez, nous, on a la team social media. Notre objectif, c'est quand même de faire monter le hashtag Gênes 2021 dans les TT aujourd'hui. On y croit, on y croit. Donc, on a besoin de vous pour ça. Donc, tout simplement, donc, pour ceux qui ont Twitter, donc, on va vous proposer de faire un tweet en disant c'est le début de la conférence, de la table ronde renversante, et de prendre une photo en direct en n'oubliant pas de mettre le hashtag Gênes 2021. Et pareil pour une story. Donc, on va faire une photo pause. Donc, j'appelle mes camarades autour de là. Et on vous invite donc à prendre plutôt en mode photocall. Et on prend la pause 2 secondes pour que vous puissiez donc tous tweeter en n'oubliant surtout pas le hashtag Gênes 2021. Donc là, c'est top. Normalement, on a au moins 15 tweets et 15 stories, autant de stories. Voilà. Donc, c'est super. Donc, on n'a pas voulu non plus, comme de façon très classique, vous préparez des slides avec plein de chiffres. Ça, on peut les trouver partout. Il y a des gens qui font ça très bien, qui sont ici d'ailleurs partenaires, comme le blog du modérateur ou j'ai un pote dans la com, ils font ça très très bien. Donc, je vous conseille vivement de suivre ces blogs et ces sites. Non, on va plutôt donc le faire de façon différente. Donc, on avait sollicité donc, nos communautés pour nous poser des questions avec le hashtag AskGênes2021. Et donc, on a eu différentes questions. Mais normalement, on va démarrer par notre ami Thomas. Thomas, tu es là. Qui avait plein de questions à nous poser. Donc, j'arrive avec le micro. Voilà. Je vais essayer de ne pas me casser la margoulette. Hein. Ce serait quand même dommage. C'est pas parce que c'est la table ronde renversante qu'on doit se casser la binette. Thomas avait plein de questions à nous poser, donc je vais lui demander, Thomas, en fait, parmi toutes les questions que tu nous as posées, laquelle tu voudrais nous poser en priorité? Alors moi, c'était par rapport au podcast. Il y a une émergence des podcasts depuis le confinement et ça prend de plus en plus. Ma question, c'était comment adapter une stratégie de contenu pour optimiser justement son contenu par rapport au podcast sur les réseaux sociaux. Tu veux dire pour quelqu'un qui a créé un podcast? Tout à fait, ouais. Ok, un créateur ou une créatrice de podcast, comment il peut faire sur les réseaux sociaux pour pousser son contenu? Ok, merci. Merci Thomas. Merci. Alors, qui prend la main? Parce qu'en fait, à chaque fois, ça va être ça la question, c'est qui prend la main pour commencer à répondre? Isabelle? C'est un peu mon truc, les podcasts. On est sur le point dans le... Ah, on t'entend pas très... Attends, Là, voilà. Alors, au niveau des podcasts, en fait, c'est comme pour tous les autres produits. Il faut créer sa stratégie, connaître ses objectifs, sa charte éditoriale. Et à partir de là, choisir la plateforme sur laquelle on veut l'héberger. Pour ma part, j'aime bien Ocha. Je trouve que c'est une plateforme française. Et l'avantage, c'est que les fichiers son vous appartiennent, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres. Et après, évidemment, se créer une identité graphique et la déployer. La majorité du temps, c'est sur Instagram, ça marche bien. Donc, et puis, démultiplier les plateformes, c'est-à-dire Instagram, Twitter, évidemment, selon votre cible. Et évidemment, également le répercuter sur YouTube, en plus de toutes les plateformes de son que vous pouvez avoir habituellement. Parce que l'avantage sur YouTube, c'est que vous pouvez intégrer des fichiers son. Et ça peut toucher votre cible qui est malentendante. Voilà. Tu veux dire des sous-titres quand tu dis oui, il faut des sous-titres en fait. Ouais, voilà, c'est important d'avoir un peu tous les formats. L'avantage, c'est aussi d'avoir une plateforme de type blog
pour répercuter vos épisodes, enfin avoir un site dédié, enfin comme tous les autres produits. Mais c'est vrai qu'il y a une typologie de marketing vraiment particulière pour les podcasts et ça commence à être un peu standardisé. Donc de toute façon, vous avez pas mal de choses de ce type. Merci Isabelle. Voilà. Il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à rajouter ? Moi, j'avais juste envie de dire que ça dépendait aussi du sujet du podcast. Oui. Si c'est un sujet, par exemple, un podcast dédié à la tech, bah, vous allez essayer de voir où est l'audience tech. Si c'est un podcast sur la cuisine, la gastronomie, bah, ce sera une autre audience et ainsi de suite. On va toujours voir où sont les gens qu'on veut toucher, en fait. Et c'est là qu'on se positionne souvent en priorité. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce que, Thomas, tu avais une autre question ou quelqu'un avait une autre question? Ou alors, on va attaquer avec notre chapeau magique. Un peu comme dans Harry Potter, vous savez, le chapeau magique, on va faire tirer une main innocente. Est-ce qu'il y a des mains innocentes ici, d'ailleurs? C'est une vraie question. Il n'y a que ça. Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas. Hein. Justement, est-ce que vous avez des questionnements par rapport à vous en tant qu'individu sur les réseaux sociaux ou par rapport à votre entreprise, par rapport à un projet que vous avez? Ça peut être aussi un projet associatif. Oui? Juste, vous donnez juste votre prénom et voilà. Alors, je m'appelle Camille et j'ai une question, c'est est-ce qu'il faut vous voyer ou tutoyer? Oui, certes, c'est par rapport à la cible, mais je me pose toujours la question si on parle avec les jeunes, il faut les vous voyer, les tutoyer. Je ne sais pas. Qui prend la main? Céline? Je vais tenter. Hein. Coucou tout le monde. Alors Camille, personnellement, je vais parler par rapport à ce que je fais sur 10 Céline. J'ai pris le parti, mais c'est parce que j'ai pris ce parti-là de tutoyer. Et j'avoue que récemment, figure-toi que j'ai eu sous un des posts que j'avais réalisé, un commentaire, une personne m'a dit « Ah ouais, donc on se tutoie en fait ». Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit bah, c'est ma ligne éditoriale, c'est un parti pris, chose que je ne fais pas ailleurs. Sur Instagram je le fais, sur TikTok évidemment je le fais. Par contre quand je suis sur LinkedIn ou Twitter, j'ai décidé de garder le vouvoiement. Et donc du coup on en revient un peu à ce que disait Isabelle tout à l'heure, définir sa stratégie, bah, la ligne éditoriale, notre ton et ce qu'on va dire et comment on va le dire, forcément il est dédié aussi à la plateforme. Par contre il y a toujours le même fil conducteur, c'est-à-dire je reste moi-même. Et même si je tutoie ou je vous vois, j'aurai toujours ma petite note d'humour. Ça commence souvent par « dis Céline » et j'explique quelque chose. Et ça, c'est ma ligne éditoriale à moi. Après, quand on a des clients, c'est vrai qu'ils se posent toujours cette même question-là et elle est complètement légitime. Mais c'est comment tu veux être perçu aussi par rapport à ton audience. Alors l'âge, c'est un facteur, c'est clair. Mais pour autant, bah, mon audience, elle n'est pas particulièrement jeune. C'est très varié. D'ailleurs, je crois que ça doit être entre... je dois avoir du 25 sur mes stats de Insta notamment. Ça doit être du 25, 50, un peu plus de 50 ans. Donc t'imagines, c'est pas forcément l'audience habituelle sur Instagram. C'est jeune, 50 ans. Bah oui, Martine, c'est jeune. Donc la gamine qui est à côté me confirme. Donc du coup, franchement, j'ai décidé de prendre ce parti-là. Mais c'est aussi parce que c'est ma personnalité et les gens maintenant se sont adaptés. Mais quand tu pars de zéro, forcément, c'est une question. Et au départ, toi, j'étais en vouvoiement. Mais j'ai pris le parti de changer ça. C'est toujours un choix. Hein. Je compléterai en disant c'est toujours un choix. Moi, je fais une newsletter qui est une newsletter de bonnes nouvelles que j'envoie tous les vendredis théoriquement. Là, je suis un petit peu en retard. J'ai pris le parti dans la newsletter de tutoyer. Mais pour autant, quand je parle de ma newsletter sur Twitter, je vous vois. En fait, je garde le vouvoiement. Donc, c'est vraiment un choix qu'on fait. Mais l'âge, effectivement, est un facteur important. Si on fait quelque chose sur Snapchat ou TikTok, on va quasiment tout le temps tutoyer, hein, pratiquement tout de suite. Hein. Quelqu'un, oui. Il y a eu une époque où on se tutoyait tous sur Twitter et maintenant on est en face, en but à des moments gênants. Avec un ministre, par exemple. Ça arrive. Jonathan ou Géraud, vous auriez quelque chose ou Thomas à rajouter sur le tutoiement? Ouais. Jonathan, par exemple, toi, tu tutoies ou tu vous vois? Comment tu fais? Je préfère tutoyer parce que c'est plus une question. On veut une certaine authenticité avec son audience. Donc, à partir de là, je pense que le tutoiement permet de générer une conversation plus personnalisée. Donc, le tutoiement est, disons, plus conseillé. Mais après, le moment, voilà. Mais sur LinkedIn et sur Twitter ou sur tu tutoies sur LinkedIn et Twitter? Je dirais que c'est comme dans la vraie vie. Hein. Si je ne connais pas vraiment, je le vois. Mais si je commence à connaître et j'ai eu certaines discussions, bah, je commence à tutoyer cette personne. C'est clair que de toute façon, il y a une logique différente entre les individus et les marques. C'est plus une question effectivement que se posent les marques. C'est plus compliqué pour une marque de tutoyer, en fait, dans l'absolu. Hein. Ouais. Ok, une autre question? Merci, Camille. Oui. Ah bah voilà. Merci. Bonjour. Bonjour.
Moi, je m'appelle Delphine et j'ai une question sur, selon vous, est-ce qu'il y a un outil de prédilection pour les progrès RS parce que c'est tellement chronophage? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot en ce moment pour vous? Pour les monitoring, vous voulez dire? Oui, monitoring, progrès. Alors, ça, je laisse les autres répondre parce qu'ils connaissent mon avis là-dessus. Je terminerai, mais j'ai pas forcément le... Voilà. Bonjour tout le monde. Alors moi sur Twitter j'utilise VisiBrain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil ultra puissant qui récolte l'intégralité des datas, en fait les tweets, on a un rapport qui est ultra complet en fait sur un hashtag, sur des mentions, on connaît vraiment la démographie, on connaît même les emojis qui sont utilisés, donc on sait le pouvoir le capital sympathie des tweets, de tous les partages. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a les expressions les plus redondantes autour d'un hashtag. Donc par exemple, si on met Gênes 2021, on va trouver les sujets comme la transphonum, l'innovation, etc. On va voir tous les hashtags liés. Donc après, on pourra les suivre aussi en parallèle. Et en fait, donc VisiBrain, cet outil est incroyable, franchement. Et ça, c'est plus pour l'analyse. En fait, je ne sais pas si votre question, c'était plus pour la publication. Voilà, c'était plus pour la programmation. C'est pour ça le mot programmation, mes collègues connaissent mes réactions à ce mot, donc je les laisse répondre. Alors pour le coup, j'ai cherché longtemps un outil parce que tu n'as jamais finalement l'outil qui te fait tout, c'est impossible, clairement. En plus, Martine est anti-programmation, ça c'est sûr. Donc moi je suis plutôt mitigée, je suis vraiment entre les deux. Puis c'est surtout que quand tu as des clients, il y a un moment tu es obligé de mixer. Je passais essentiellement par les plateformes natives jusqu'à présent, notamment avec Creator Studio et Business Suite, tu vois. Et ça fait un petit moment que je cherche, j'ai testé. Je pense qu'il n'y a jamais la bonne plateforme parce que c'est en fonction de l'usage et comment on se sent sur la plateforme. Parce qu'il y a des moments, tu vas trouver certains, moi, ils adorent Outsuite, mais je déteste parce que j'aime pas l'interface, mais c'est mon opinion. Et là, tu vois, j'ai testé, je viens juste de faire l'acquisition, c'est tout récent, ça date de la semaine dernière, de Swello. Donc voilà. Donc coucou à Swello en fait. Mais avant, j'avais essayé Iconosquare parce que ça donnait des super stats sur Insta. Par contre, mais bon, sur le reste, c'était moins. Mais Iconosquare est très bien, mais beaucoup plus cher. Ouais. Oui, on a tendance à pas utiliser ces outils de programmation parce qu'en fait, on a peur qu'en fait, quand on passe par un outil tiers, ça va faire baisser notre reach sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, et souvent peut-être c'est pas la bonne affichage. Voilà. Donc, alors moi, j'avais fait un test il y a 6 mois pour voir si, en passant par l'outil de programmation natif de Twitter ou passant par un outil tierce, est-ce qu'il y a une différence de reach? J'ai constaté qu'il n'y avait pas de différence de reach. Donc, du coup, pour Twitter, non. Mais peut-être pour les autres, peut-être. Par exemple, sur LinkedIn, peut-être que c'est un peu, il y aura une certaine différence, puisque on voit par exemple que la vidéo a été traitée autrement, LinkedIn va le défavoriser. Donc ça dépend des différentes plateformes. Alors pour les outils, moi je conseille, Outsuite, c'est pas plaisant, mais au moins on peut en programmer pour 30. Il y a aussi Buffer et un français qui s'appelle Agorapulse qui tient la route. Je vais juste ajouter quelque chose, Delphine. Il y a souvent des limites, parce que tu vois, par exemple, notamment ce qu'il disait à l'instant Jonathan sur LinkedIn, il y a beaucoup d'API qui ne sont pas ouvertes, et donc tu ne peux pas mentionner, et c'est la galère ça à chaque fois. Donc forcément, des fois, tu préfères le poster en native. Donc bon, c'est un choix. De toute façon, moi, je vais rebondir parce que mes camarades connaissent. Je ne sais pas, Thomas, tu avais quelque chose à rajouter, toi? Ouais. Ouais, il est un peu comme moi, on est un peu anti-programmation. En fait, dans l'absolu, on publie sur les médias sociaux pour engager la conversation. Alors, programmer, c'est comme si vous envoyiez un SMS à votre boulanger avant d'entrer dans le magasin pour dire bonjour, mais vous n'êtes pas là, en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Quand je publie sur les médias sociaux, c'est pas juste pour publier, c'est pas comme un site internet. Souvent, les gens confondent et publient sur les médias sociaux exactement comme ils le font sur leur site internet, et ça n'a rien à voir. Quand on publie, c'est on pose une question, on essaie de rentrer en interaction avec des gens. Donc, en gros, on est censé être derrière son écran. Donc, je dirais, c'est ce que je conseille quand je formais des community managers, c'est la règle, c'est d'essayer le plus possible d'être en direct. Donc ça, pour le coup, ça demande une organisation. C'est-à-dire, on se dit, voilà, je vais publier tous les jours à midi ou tous les jours le matin, en fonction d'ailleurs des horaires où on a testé pour lesquels ça marche le mieux, et à la marge, parce que bien sûr, on a le droit à une vie familiale, une vie associative, une vie amoureuse, une vie tout ce que vous voulez, et que si vous vous rendez compte que vous devez publier un truc le dimanche soir à 22h, vous avez le droit de ne pas être derrière votre écran à cette horaire-là. Donc là, à la marge. Et puis en vacances aussi, vous avez le droit de... Enfin, c'est pas que vous avez le droit, mais vous pouvez utiliser la... Mais il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que la programmation soit la règle.
Ça doit rester quelque chose qu'on utilise en dépannage. Comment? Je n'ai pas le temps. Je suis project manager, je gère 3 sites web, on a des comptes sur plusieurs réseaux sociaux, c'est impossible, c'est infaisable. Il faudrait que j'ai des petits... Vous êtes sur quel réseau social du coup? C'est sur quel... Bah là, j'ai réussi justement à merger, enfin j'ai revu toute la stratégie de la boîte, bref. On a toujours des vidéos sur YouTube, on a Insta, on a LinkedIn, j'ai réussi à faire fermer Twitter, c'était pas notre cible, et Facebook, on est toujours obligé. TikTok, c'est pas notre cible du tout, donc pour l'instant... Ouais, parce que j'allais vous dire que par exemple sur Twitter, moi j'ai une astuce en fait, quand je sais que j'ai pas le temps et que justement qu'il faudrait que je publie un tweet à un tel jour à midi, je le programme pas, mais je le prépare en brouillon, c'est-à-dire je le fais en brouillon sur mon téléphone. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup, au dernier moment, je peux rajouter du direct. Oui, le rétro-planning, c'est clair, mais j'ai un rétro-planning, voilà. Mais c'est clair, hein, en fait, chacun voit midi à sa porte. Nous, on donne des... Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est aussi pour ça. Oui, Géraud avait quelque chose à rajouter. Non, c'est vrai, ça complète. En fait, Twitter, ça reste quand même un réseau de l'instantané, du conversationnel. Donc, programmer un tweet, c'est pas forcément l'idéal. Par contre, c'est vrai que moi, j'automatise tout ce qui est publication d'articles, parce que ça paraît logique, et puis j'attends pas forcément un instantané. Mais sinon, pour le reste, les brouillons, ça marche bien. Quand on sait qu'on va, je sais pas, aller à un événement, un truc, on peut préparer un peu pour gagner du temps, pour travailler en temps masqué, quoi. Effectivement. Donc, de toute façon, il n'y a pas de, comment dirais-je, de règle dans l'absolu. En fait, chacun voit en fonction de son planning. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi, c'est pareil. J'ai plein de casquettes et j'arrive toujours quand même. Et en plus, je le fais pour des clients aussi. Hein. Il y a un certain moment, j'ai plusieurs clients en community management. J'arrive à ne publier qu'en direct. Même avec des clients. Bah oui, mais je m'organise. En fait, souvent, c'est l'heure du déjeuner. Moi, j'aime bien l'heure du déjeuner. C'est pas... Voilà. Merci en tout cas pour la question. Hein. Une autre question? Oui, bonjour à tous. Je voulais rebondir en fait sur les outils de planification. Céline, notamment, tu disais que tu venais passer sur Swello. Connaissant ton contenu et notamment ton application sur Insta, est-ce que tu as un outil particulier pour Insta? Parce que Swello, que j'utilise aussi, a des petites carences pour la publication de stories ou pour les carousels, c'est pas super adapté. Donc, c'est quoi ton truc à toi pour Insta notamment? Et bien là, je fais rien d'autre avec. Je fais directement en native avec Insta. Même s'il y a Business Suite, tu sais, et franchement, pour l'instant sur Insta, vu que les stickers c'est pas encore valable sur Business Suite, sur Facebook ça fonctionne, mais sur Insta ça fonctionne pas. Je vois pas du tout l'intérêt. Je préfère préparer ma créa. Et maintenant, on a un truc super génial, c'est les brouillons de story. Ça c'est juste exceptionnel. Même s'il y a certaines fonctionnalités quand tu les intègres dedans, tu ne peux pas passer en brouillon. Néanmoins, ça te permet quand même de gagner vachement de temps. Et en plus, comme pour Twitter, finalement, maintenant, les stories, vu qu'elles sont brouillons, on peut même rajouter des petits éléments en plus. Donc, moi, je préfère faire sur Instagram. C'est vrai que je suis assez native, mais éventuellement, j'utilise un Creator Studio, parce que là, ça me permet de publier mes IGTV. Mais tu vois, par exemple, pour les Reels, là, t'es carotte, en fait. Puisque de toute façon... en fait, zut, tu es obligé de les publier forcément native. Et pareil en brouillon. Et alors, si je peux vous donner tous un méga gros conseil avec vos Reels, c'est surtout enregistrer une copie sur votre téléphone, même si la musique s'enlève, et sauvegarder en brouillon, parce que si l'application fait une mise à jour, vous allez perdre tous vos Reels. J'ai testé, une amie youtubeuse des États-Unis avait fait ça, et elle a tout perdu, en fait. Et moi aussi également, d'ailleurs. Mais bon. Mais pour Insta, pour répondre à la question, je ne passe que en natif ou presque. Merci pour la question. Il y a d'autres questions Oui. Bonjour à tous. Je voulais vous demander si vous aviez un logiciel à nous conseiller pour créer des vidéos. Parce que nous, en ce moment, on est InVideo, mais c'est un petit peu compliqué. Donc. Pour faire le montage, en fait, surtout. Voilà, pour le montage. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a le classique de chez Classique, mais qui est la Adobe Premiere, mais qui est vraiment donc, dans la suite Adobe. Ça suppose d'avoir l'abonnement Adobe. Mais je sais que Céline ou Géraud, enfin les autres utilisent des... moi, je ne suis pas trop vidéo. Je suis plus sur les mots que sur les visuels. Mais je sais qu'il y a plein de petites applis qui vont vous indiquer. Je leur laisse la main. Disons que j'en ai un payant, c'est PlayPay. Donc, et en fait, c'est comme un... On va dire que c'est comme un brut en fait. Tu as à ta disposition l'ensemble des bibliothèques, des extraits vidéo, déjà en livre de droit et d'autres que tu peux exporter. Et à partir de là, tu fais les différents types de montage. Et je l'ai fait pour mon entreprise et ça marche très bien. Tout le monde veut ce format-là. Oui.
Alors pour le coup, je connais très bien PayPal parce que j'ai des choses comme Animoto et autres. On m'entend bien ? Vous m'entendez correctement ? Ouais. Mais pour le coup, pour le montage, autant si c'est un long montage, par exemple, toi, où j'ai vraiment beaucoup de cuts, je vais utiliser Premiere Pro CC, mais c'est assez lourd quand même comme logiciel. Mais par contre, pour tout ce que je fais, notamment sur Instagram ou quand je fais des petites vidéos, maintenant, je me prends plus la tête. J'utilise Splice ou j'utilise CapCut, le dernier qui est sorti, qui a été donné gratuitement par TikTok. Et il y a toutes les fonctionnalités à l'intérieur. Et surtout, quand tu fais des contenus du snack content, ça marche très très bien. Tu as une bonne qualité. Franchement, ça ne nécessite pas beaucoup plus au niveau du montage vidéo. Oui, tout à fait. Je fais le montage dessus. Et en plus, généralement, toi, je peux le faire sur mon téléphone en direct. Et après, j'ai plus qu'à l'exporter et c'est bon, c'est publié, quoi. Géraud, je sais que tu fais aussi des vidéos. Toi, tu fais des timelapses, notamment. Ouais, alors moi, par contre, du coup, je fais le montage sur ordi. Enfin, j'ai Movavi, donc c'est un logiciel. Mais en mobile, je monte pas sur le mobile, en fait. Donc, je suivrai tes conseils. Ouais. Thomas, tu en fais, toi, des vidéos? Jamais. Isabelle? Je suis dans la même configuration que vous. Et sinon, iMovie pour les Mac, mais on n'a plus le droit depuis qu'on a vu Alexandre Mars tout à l'heure. C'est interdit. Bon, il y a une petite appli que j'utilise, Quick aussi, sur smartphone, qui est pas mal. Je vais juste ajouter quelque chose. Si ça vous intéresse, j'ai une liste complète d'outils que j'utilise parce que j'en ai plein d'autres. Et c'est en fonction. Moi, si je passe pas par la porte, je passe par la fenêtre. Si j'arrive pas à faire un truc avec un, je téléporte, je vais les d'autres. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai la liste de tout ce que j'ai. D'ailleurs, on en a dans notre package dont on vous parlera tout à l'heure. On a un petit package avec Céline. Donc on a plein d'outils dedans. Il y avait une autre question, je crois, par là-bas. Pardon. Merci. Merci. Bonjour Marie, alors c'était pas une question, c'était aussi pour rebondir sur les demandes de logiciels. Alors moi on parlait de Adobe Rush, donc qui fait partie de la suite Adobe, qui est gratuit, qui est très intuitif et qui s'utilise directement sur téléphone. Et pour tout ce qui est contenu réseaux sociaux, c'est vraiment chouette à utiliser et assez simple. Merci. C'est vrai que je l'utilise pas en fait. Moi j'ai téléchargé la suite Adobe, mais je l'utilise pas. Non, mais il faudrait que je le teste. Du coup, ça va me donner envie de tester. Ouais. Une autre question là, juste là. C'était pour rebondir aussi. J'utilise DaVinci Resolve et il est gratuit. Il y a énormément de contenu, donc ça c'est super. Tu peux répéter le nom, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Ouais, et il y a énormément de vidéos, de tutos, et donc c'est assez top. Ça va. Ça. Tu pourras nous le tweeter, faire un tweet en disant voilà l'outil vidéo que je conseille. J'ai pas Twitter, LinkedIn voilà. à la limite. Ah bah voilà, c'est ballot. Insta. Insta, ouais. Ok. En fait, c'était aussi ça le concept de notre... C'est pour ça, n'hésitez pas, on est preneur aussi de retour d'expérience et d'outils. Personne, en fait, n'a l'expertise absolue. C'est ça aussi qu'il faut dédiaboliser. Personne ne peut dire « je suis l'expert absolu des réseaux sociaux », ça n'existe pas. Déjà, c'est impossible d'être l'expert sur toutes les plateformes. Et puis, en plus, si vous voulez, dans l'absolu, il n'y a pas de diplôme. Ouais, moi, je suis le roi d'Instagram, je suis le roi de Twitter et tout. Tout le monde avance à son niveau et avec ses usages. Personne n'a les mêmes usages. Même nous, là, on ne l'utilise pas du tout de la même manière. Donc, en fait, chacun avance avec ses propres manières. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Il y a peut-être d'ailleurs du coup quelque chose à... Une question ou un retour d'expérience ou un autre outil vidéo à rajouter à ce qu'on a. Oui ? Comme outil de montage vidéo sur mon smartphone, j'utilise VN, qui est du iMovie amélioré, il n'y a pas photo. Donc, je pense que c'est un peu VN. VN. V comme Valérie. Oui, Valérie Noémie. VN. Et vraiment, je m'en sors très bien. Il y a plein de possibilités. Par rapport à iMovie, c'est... Voilà. Okay. On compte sur les tweetos pour tweeter les outils, là, pour que nous, parce que nous, on a un peu des mémoires de poisson rouge et on risque d'oublier après. Merci, en tout cas. Des questions ? Oui ? Oui, il y a des questions qui ont été posées en ligne, mais du coup, on a besoin d'une main innocente. On va faire tirer à toi, du coup. Alors, vas-y. Comme ça, comme tu as le micro en plus, ce sera... Si tu arrives à lire. Hein. Oui. Faut-il être en mode pseudo ? Ah, ça, c'est une excellente question. Ouais, ok, merci. Faut-il être en mode pseudo ? C'est une question, ça. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Vaste question. Pour moi, non. Pour moi, la présence sur les réseaux sociaux, ça va de pair avec une certaine authenticité.
il faut rester dans l'authenticité, dans ses convictions aussi. Et quand on assume ses convictions, on est présent en son nom propre. Moi, c'est mon avis. Après, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais voilà. On part sur un clash, non, je rigole. Bon, vous l'avez remarqué, moi je suis sous pseudonyme. En fait, le pseudonymat, c'est à ne pas confondre avec l'anonymat, hein, puisqu'en fait, si vous allez sur mon profil, vous aurez quand même finalement mon nom, mon prénom, ma vraie photo. Je veux dire, on ne se cache pas derrière un pseudonyme. Par contre, il y a de plus en plus de personnes qui fonctionnent sous le pseudonymat. Parce que déjà, alors des fois, c'est pour des raisons de devoir de réserve professionnelle. Ça peut être pour une certaine liberté d'expression. Ça peut être aussi, moi, je sais que le gros intérêt que je trouve au pseudonymat, c'est qu'en fait, ça augmente l'engagement. Parce qu'en fait, c'est plus difficile de construire une communauté derrière un pseudonyme parce que les gens vous suivent pour la qualité de vos contenus, pour ce que vous produisez et non pas pour qui vous êtes. Donc vous n'avez pas l'arrière-cousin, le voisin, le je ne sais pas qui vous connaît, ah tiens je vais m'abonner, qui finalement ne va jamais réagir à vos partages. Donc du coup, la communauté que vous construisez, elle est beaucoup plus longue à construire justement. Par contre derrière, on a quand même un meilleur engagement. Et c'est une alternative, je trouve, au compte privé, parce que je vois de plus en plus de jeunes étudiants qui, quand je donne des cours, ils ont tous des comptes privés. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous en privé ? Parce que justement, ils ont un peu vu les différents scandales, les différentes choses qui fuitent. Du coup, je pense que le pseudonymat permet un entre-deux. Ils peuvent fonctionner sans dévoiler leur vraie identité, mais ils sont en ligne, quoi. Isa, on va juste préciser, avant qu'ils prennent la parole, c'est que ça dépend des plateformes, hein. LinkedIn, vous ne pouvez pas être en mode pseudo, c'est impossible, hein. Là, on parle par exemple de Twitter, d'Insta, de TikTok et tout le reste, quoi, en fait, hein. Oui, Par exemple, moi, vous avez vu sur Twitter Loutro 1990, mais mon nom de compte, voilà, c'est pareil. Oui, mais tu as ton vrai nom à côté. Oui, exactement, oui. Moi, en fait, j'ai pas fait exprès au début sur Twitter de ne pas mettre mon nom de famille. Et finalement, je me suis rendu compte dans différentes réunions qu'on me disait « Ah, c'est toi, Isa la cultureuse !» Et je tombais un peu dénue parce que je pensais que tout le monde savait qui j'étais. Finalement, je trouve ça bien pratique. Mais sur Facebook et LinkedIn, j'ai mon nom. Donc bon, après, effectivement, quand on veut fouiller, on y va. Ça n'a pas tellement d'importance, en fait, sur ces réseaux-là. Et effectivement, sur LinkedIn, on est obligé d'être soi-même, quoi. Mais sur Twitter, c'était même la norme au début, hein. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient sur Twitter au début. Personne ne mettait ses vrais noms, prénoms, hein. Moi, j'ai souvenir de, je ne sais plus comment, alors j'ai oublié son nom malheureusement, mais une super, quelqu'un qui investit dans des startups et autres. Son pseudo, c'était Bibi Chérie. C'est quelqu'un pourtant qui brasse des millions, hein, mais c'était Bibi Chérie. Enfin voilà, on avait tous des pseudos à l'époque, dans les années je parle de ça, 2009-2010 par là, hein. Donc on continue le poids magique, comme dirait, non, choix-peau magique, pardon. C'est mon écriture, la pauvre. Je la plains. Attends. Oui, quel est la question qui revient à chaque fois, mais qu'on se pose à nous-mêmes, quel est le bon moment pour publier sur les réseaux sociaux? Ah, on l'adore, cette question. Alors, qui commence? Non. Commencer. Parce que moi, j'en ai déjà parlé hier, en plus, hein. Oui. Ça dépend beaucoup de choses. Donc, de la cible, de ce que tu vends. Si tu es en B2B, si tu es en B2C, ça dépend de ta communauté, ça dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de règle absolue, il faut tester. Et c'est ce que disait Martine hier dans sa conférence. Il faut tester et trouver vraiment l'heure à laquelle les publications fonctionnent le mieux. Et en plus de tester, ce qui est pas mal, c'est de donner rendez-vous à votre audience en fait. Si votre audience sait que tous les matins à 7h30 ou tous les je sais pas quel jour, à quelle heure, vous êtes en ligne et vous faites un live ou quelque chose, où vous partagez le top 5 des articles de la semaine, votre audience va être au rendez-vous et c'est comme ça que vous allez construire vos moments privilégiés avec vos abonnés, quoi. Je disais que c'était bien aussi de varier parce qu'en fait, si vous publiez toujours à la même heure, vous touchez toujours un peu les mêmes personnes qui se connectent. Donc, essayez différents types de créneaux pour que vous touchiez aussi notre audience à ce sujet. Céline et Thomas? Non, tu avais déjà parlé?
Ouais. De tout ce que mes camarades ont dit, c'est juste. À la rigueur, je dirais juste, quand il y a une soirée, est-ce que tu y vas avant l'heure? Non, bah, il faut aller au moment où il y a la soirée qui débute. Bah, c'est pareil pour les publications. Et pour rebondir à la question de tout à l'heure, c'est aussi en fonction des dispos. Parce que là, on parle d'heures, mais comme j'ai dit, moi, par exemple, je privilégie l'heure du déjeuner souvent pour publier sur Twitter, parce que je sais que c'est à ce moment-là que j'aurai la dispo pour le faire aussi. Parce que ça, c'est aussi un critère qui rentre en jeu, surtout quand on est, par exemple, porteur de projet, qu'on crée sa boîte, quand est-ce qu'on est dispo? Mais en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'instaurer une forme de régularité. Si on commence à publier le matin, essayer de s'y tenir, même si on fait des tests pour publier d'autres heures. Comme ça, il y a une habitude, effectivement, comme disait Géraud, qui se prend. Ah, il y a une question. Alors, c'est toujours pas une question, mais par rapport à ça, moi j'ai découvert sur LinkedIn un compte qui s'appelle e-commerce nation et en fait qui fait une infographie hyper simple à lire de tout ce qui est social media. Oui, mais ouais. Alors, en fait, pour tout vous dire, le problème, c'est que ces infographies, si vous en trouvez d'autres, elles se contredisent déjà les unes les autres. D'accord. Par exemple, moi j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça un post sur LinkedIn de quelqu'un qui disait qu'il fallait à tout prix publier lundi sur LinkedIn. Parce que d'après leurs stats à eux, c'était là qu'ils avaient constaté. Mais c'est simple. D'après leurs statistiques à eux, c'est ça aussi la problématique. Moi je sais que par exemple, on a déjà fait l'exercice. Voilà. Pas la cible, etc. On a déjà fait l'exercice avec par exemple Jonathan et Olivier qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Mais on le salue Olivier si tu es là. On a déjà fait l'exercice. En fait, nos communautés ne réagissent pas du tout à la même heure sur LinkedIn par exemple. Donc c'est vraiment propre aussi. En fait, en gros, on disait souvent, quand publier sur les médias sociaux, ta communauté est là, tu publies. En fait, en fait, si vous voulez, ça peut aider pour quand on démarre. Ce type d'infographie, on va dire que ça peut être une aide quand on démarre, quand on n'y connaît rien, on ne sait pas par quel bout commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. De toute façon, il n'y a rien de grave là-dedans. Même si vous publiez à une heure où il n'y a pas beaucoup d'impact, vous testez une autre heure et c'est pas très grave. Ça donne des indications. C'est ça. Mais ça donne des indications pour démarrer. Mais j'ai envie de dire que dès que vous avez un mois d'ancienneté sur le réseau social, normalement, vous ne devez plus du tout en tenir compte. Ah non, parce qu'après, c'est vous qui allez voir avec votre propre communauté. Votre communauté à vous, c'est pas la communauté du gars qui a fait l'infographie. Mais ça a résumé, en fait, c'est des indications. Ça donne des indications pour sa communauté à lui, pas pour de façon générale. Parce qu'en plus, dans l'absolu, si vous publiez en même temps que tout le monde, si on vous dit qu'il faut à tout prix publier le mardi midi sur LinkedIn, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Tout le monde va publier en même temps, vous allez vous retrouver avec 50 000 publications en même temps, donc pour sortir du lot, accrochez-vous. Juste pour ajouter, Marie, sur Twitter, notamment e-commerce, a précisé, parce qu'il y a eu un petit débat sur ce sujet, a dit « Promis, on fera plus cette infographie ». Juste pour info. Ah ouais, d'accord. Ok. Et puis en plus, ce qui compte, c'est les interactions. Donc, Oui, parce que publier pour publier, et si ça ne génère pas d'engagement, ça n'a pas vraiment de sens dans l'absolu. Une autre question de la salle? Ah oui, tu avais le petit papier. Oui, il n'y a pas de question. Alors, on a une autre question. Un, deux. Oui, en fait, il faut bien le coller. Alors, on a une autre question, c'est quel est l'avenir des réseaux sociaux? L'avenir des réseaux sociaux. Ah ah. Alors, qui démarre? Tiens, Isabelle, tu as le micro, allez, vas-y. Hop. Non, mais ton avis, voilà. Toi qui es beaucoup sur le son, tout ça, tu as peut-être des choses à dire là-dessus? Non, l'avenir des réseaux sociaux, en fait, quand on commence à annoncer des choses, on se rend compte que 15 jours après, il y a un nouveau truc qui arrive et qui change toute la donne. On a vu arriver TikTok d'une manière absolument révolutionnaire, alors que juste avant, on devait dire que le réseau social de l'avenir, c'était Instagram, quoi. Donc, en fait, il y aura toujours une innovation qui arrivera et qui changera complètement la donne, plus une crise comme celle qu'on vient de vivre, qui a changé complètement l'usage des réseaux sociaux actuels et la manière dont on les utilise, la vision éthique qu'on en avait. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les réseaux sociaux devront être plus propres, plus éthiques et plus écologiquement responsables. Parce que je crois que tout le monde a un avis sur cette question-là. Alors pour moi, clairement, l'avenir, c'est tout ce qui est développement des snack content. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé, notamment durant la crise, mais pas que. Et ça va de pair avec la manière de consommer les réseaux sociaux. Puisque tu peux développer un peu ce que tu entends par parce que moi j'ai pas entendu content. Le snack Ouais, tu peux développer parce que tout le monde connaît peut-être pas le mot. C'est des contenus qui se consomment en quelques minutes avec
Oui, même seconde, oui, oui, oui. Et qui permettent du coup de promouvoir un produit ou un service ou quoi, pour le vendre au mieux en fait. Et pour amener le prospect sur ton site en fait. Et voilà, pour moi c'est l'avenir. Céline? Non, je vais laisser parler Jonathan avant. Bah, merci. Elle ne respecte pas l'ordre. Comme d'hab. Disons que bon, c'est un peu une vision pessimiste, mais je dirais que les réseaux sociaux, les plateformes sociales ont tendance à leur économie, c'est de capter l'attention. Donc à partir de là, quand ils vont capter l'attention, du coup, en fait, on va retenir tous les utilisateurs sur la plateforme et qu'ils passent le plus de temps sur ces plateformes. On le voit par exemple notamment avec TikTok où les vidéos sont très bien développées pour qu'on reste 2 heures. Donc l'avenir, je rejoins un peu Thomas à ce sujet-là, ce sont des contenus avec des expériences de plus en plus fortes en soi, mais aussi des contenus hyper très bien travaillés au niveau des intros. Donc du coup, c'est tous ces formats qui peuvent faire interagir. Maintenant, je pense à ça, mais je pense aussi par exemple à la VR qui va bientôt arriver, mais aussi à l'AR qui est aussi un format très interactif. Je pense que c'est là où on va vers les réseaux sociaux du futur. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je constate, c'est quand même que toutes les plateformes se ressemblent de plus en plus. Quoique, on a quand même vu Twitter qui s'était essayé aux stories, enfin aux flits, qui est revenu en arrière. Par contre, il y a vraiment un projet qui est intéressant, je trouve, qui n'est pas encore sorti, puisque ça fait 2 ans qu'il est en projet. Et c'est Twitter qui bosse dessus. C'est Blue Sky, en fait. C'est donc, je pense que ça, c'est l'avenir. C'est autant là, actuellement, les réseaux sociaux se ressemblent de plus en plus. Blue Sky, c'est un projet de réseau social open source décentralisé, où en fait il n'y aurait plus de plateforme et ce serait des standards et chaque actuelle plateforme serait un client. Donc Twitter serait client de ce réseau et donc en fait chaque utilisateur pourrait partager entre guillemets un post Facebook sur Twitter ou Instagram. En fait on n'aurait plus une seule plateforme. Et l'intérêt que ce soit décentralisé, c'est qu'il y a en termes d'éthique, en termes de tout ça, ça permet d'être mieux géré aussi, quoi. Donc Blue Sky, ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus. Je ne sais pas où ils en sont. Là, on n'a pas eu trop de nouvelles, mais je pense que l'avenir est plutôt de ce côté-là. Ouais. Alors pour conclure de tout ça, je ne sais pas si j'arriverai à conclure. Moi, je pense que les réseaux, ça va être, mais ça l'est déjà. Ça va être multiple plateformes pour qu'on réponde à tout le monde. Ça va être multiplié par rapport aux émotions, puisque comme tu le disais tout à l'heure, justement, on a des contenus courts, et c'est pas pour rien qu'on a des contenus courts, mais néanmoins, il y a quand même maintenant un renouveau de la newsletter, des articles de blog, qu'on va enrichir avec la version vocale. Moi, je sais que j'ai intégré maintenant la version vocale dans mes articles pour être mieux référencé en plus, puisque le son est un peu plus référencé. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est la multiplicité et aussi des canaux, maintenant des plateformes qui seront très nichées. Et on en parlait tout à l'heure pour les architectes, mais on utilise, Isabelle et moi, on utilise BeReal, qui est pour le coup l'anti-Instagram, où vous prenez votre photo, c'est en inversé, vous avez 2 appareils, la photo qui vous prend et celle qui prend ce que vous regardez, mais vous avez une tronche horrible, mais on s'en fout, c'est le moment qu'on a vécu en postant ça. Et vous ne cherchez pas une communauté, vous cherchez l'instantanéité et l'authenticité. Et en fait, il y a voilà, c'est multiple. Je pense ça, et il est aussi shopping, parce que ça, c'est toutes les plateformes qui en parlent depuis un moment. Ouais, j'ai envie de dire, moi, juste pour rajouter une petite conclusion, c'est qu'en fait, il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à tout ça, parce que regardez ce qui s'est passé avec un Viadeo, avec un MySpace. Moi, je me souviens quand Snapchat est sorti, tout le monde nous disait « Ouais, il faut à tout prix aller sur Snapchat, il va écraser les autres, il va déboulonner. » Bon, Facebook, ça fait X années qu'on nous prédit sa mort. Pour un mort, il se porte plutôt bien. Voilà. Donc, je veux dire, il faut garder beaucoup d'humilité. En fait, c'est compliqué de savoir exactement ce qui peut se passer dans un an. Dans un an, l'année prochaine, il y aura peut-être 2 super nouveaux réseaux sociaux qu'on n'imaginait même pas qui vont être là, qui seront très présents. En tout cas, il y a une tendance actuelle très forte depuis 1 an ou 2, c'est le son. Donc l'audio avec la création, les podcasts dont on a parlé, mais également les conférences audio en live sur Twitter grâce à Clubhouse notamment. Et ça, ou même sur des outils comme Discord et tout ça. Oui, voilà, c'est tous ces outils-là et la tendance son, elle est en train d'émerger à fond, quoi. Ne serait-ce tous les messages audio qu'on met sur WhatsApp, c'est une tendance prégnante, quoi.
Oui, parce qu'il y a aussi cette partie cachée du social media, parce que le social media, c'est très vaste, hein. Il y a aussi des grosses plateformes qui publient de façon publique, mais tout ce qui est, par exemple, WhatsApp, messagerie et autres, ça fait partie aussi du social media. Et là, on a bien vu que ça a explosé aussi pendant la crise Covid. WhatsApp, c'est pareil, il y a eu un moment, tout le monde disait, il faut partir de WhatsApp, c'est des grands méchants pour nos données. Et finalement, bon, on se rend compte que moi, je ne sais pas combien de fils de discussion j'ai sur WhatsApp, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et finalement, c'est très pratique, hein. Martine, Donc, il est déjà 29, on va peut-être reprendre une dernière oui, question, si vous tout à voulez. fait. Je suis trop Jonathan. bavarde. Ah bah, c'est là. Oui. Les stories sont-elles toujours pertinentes et partout? Ah bah, on a déjà un peu répondu, je crois, hein. Donc, il n'y a plus sur Twitter. Ouais. Une autre question, oui. Il n'y a plus sur Twitter. Donc, sur LinkedIn, ils ont dit qu'ils allaient les abandonner, mais j'en ai encore vu récemment. Et clairement, sur Instagram, c'est un gros canal d'acquisition. Exactement. Mais ça a quand même été piqué, l'idée à Snapchat. Rendons à César. La taille de l'audience est-elle importante? Alors, on a envie de dire que c'est comme tout dans la vie. Non, la taille de l'audience, alors tout dépend qui vous êtes et ce que vous êtes. Si vous êtes un grand média, forcément, vous allez avoir envie d'avoir de l'audience assez rapidement. Mais j'ai envie de dire que surtout, il ne faut pas basculer dans les travers de l'achat, par exemple, de followers. Il n'y a rien de pire que d'acheter des followers, d'acheter de l'audience complètement fake. Comme disait Géraud tout à l'heure, une communauté, ça se construit pas à pas. Et même quand on est une grande marque, il faut avoir l'humilité d'accepter que quand on crée sa page Facebook, eh ben, on a 50 gugus qui nous like et point barre. Mais ces 50-là, ils vont être très engagés. Vaut mieux une communauté de 1000 personnes très engagées avec ce que vous faites que d'en avoir 100 000 qui n'en ont rien à faire. Moi, je vois des comptes qui ont des grosses communautés, il ne se passe rien quand ils publient. Vaut mieux un truc 100 fois plus petit, mais sur lequel il y a de l'engagement. Ouais, je rajouterais que, comme tu disais, franchement, c'est mieux. Le mieux, c'est vraiment d'optimiser le taux d'engagement. Donc, en fait, plus tu as de l'engagement, en fait, plus l'algorithme va détecter en fait que tu interagis avec les gens. Donc, du coup, plus ça va apparaître. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, la taille, nombre d'abonnés, parfois même, c'est contre-productif, puisque en fait, tu vas s'il y a beaucoup de monde qui s'abonne à vous, l'audience est très éclectique. Et donc, du coup, par conséquent, quand tu as diffusé un message, bah, du coup, ça va toucher à beaucoup de monde et ces personnes-là ne vont pas réagir. Il vaut mieux vraiment, parfois même, vaut mieux même réduire cette audience pour vraiment toucher l'accord de cible qui permet de générer ces engagements. Ouais, je compléterai avec deux choses. Effectivement, bon, l'audience, c'est un premier témoin de crédibilité, mais il faut rapporter le nombre d'abonnés au nombre d'abonnements. Ce ratio-là, justement, fait... Parce qu'il y en a des gens qui ont même 100 000 abonnés, mais ils ont 200 000 abonnements, enfin bref. Donc du coup, ça c'est la première chose. Et c'est aussi leur secteur d'activité. Des personnes qui sont dans des domaines de niche peuvent avoir que quelques milliers d'abonnés, comme disait Martine à l'instant, même 1000 abonnés, et avoir un énorme engagement. Moi, il y a un outil que j'utilise qui s'appelle Metricool, qui est très cool. Comme son nom l'indique. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il donne le nombre d'abonnés de second rang. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nombre d'abonnés que vos abonnés ont. Donc là, on a c'est qualitatif, pardon. C'est-à-dire qu'on va savoir, par exemple, je vous posterai, si vous voulez, une capture d'écran de mon compte sur Twitter. En fait, on va savoir qu'en moyenne, par exemple, là, j'avais regardé pour préparer la conf, on va avoir, par exemple, 15 millions d'abonnés de second rang. Et si on divise par le nombre d'abonnés, on sait qu'on a 1500, 2000, enfin bref, que chaque abonné en moyenne a, par exemple, 2000 abonnés. Et ce n'est pas des abonnés qui sont... Donc ça veut dire que ces abonnés qui sont actifs, s'ils ont autant d'abonnés eux-mêmes, c'est qu'ils sont actifs, ils sont forcément donc engagés, présents sur les plateformes. Donc c'est aussi, en second rang, c'est très important de voir la qualité des abonnés, quoi. Donc évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je rajouterai aussi autre chose. Alors là, je vais parler par rapport à Instagram, parce qu'on me le demande souvent. S'il y a des entreprises ou des commerçants qui sont ici, typiquement, OK, tu as 10 000 follow, mais tu as combien qui achètent? Si tu as juste 100 follow, mais que tu as déjà un client, c'est quand même ça le plus important, non? Ou tu as un lead, ou pas forcément un client direct, mais en tout cas, c'est quand même ça le plus important. Si on se met sur Instagram et qu'on a un produit à vendre, si tu n'as que 1000 follow, mais que tu as déjà fait 3 ventes, ou que moi, par exemple, je vends une prestation, mais j'ai déjà gagné mon truc. Alors que si j'ai 10 000 follow et que finalement, j'ai même pas une vente, ça n'a aucun intérêt, au fait. Oui, aussi. Quelqu'un avait quelque chose à compléter? Je crois qu'il est à peu près l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être prendre une dernière question dans la salle si quelqu'un a quelque chose à dire. Non, je crois que tout le monde a faim, là, vous en pouvez plus. Ouais,
on est crevé, on a faim et tout. On voulait juste vous dire quelque chose avec Céline, c'est qu'en fait, on avait préparé dans le cadre du chèque France Numérique à l'époque un package qui s'appelle Boost tes réseaux sociaux. Et spécialement aujourd'hui, pour vous qui êtes là, donc ceux qui s'intéressent, on va en offrir un package. Donc tout simplement, il suffit d'écrire soit à Céline, soit à moi sur Twitter ou sur Instagram. Bon, moi, Instagram, vous allez peut-être me trouver, mais ce n'est pas très intéressant. Plutôt sur Twitter pour moi et sur Instagram sur Céline, on va dire ça comme ça. Et dire, je veux le package Boost tes réseaux sociaux. Donc vous avez tout le week-end pour maintenant, faites-le maintenant et tout le week-end pour le faire. Et on dira lundi à qui on l'offre le package. Voilà. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous étiez renversant. Voilà, exactement. Merci. Bon, on vous applaudit aussi parce que... Merci à vous d'avoir joué le jeu.